Le cercle d'une vie slow, la série qui vous inspire à incarner un nouveau monde. Pour changer de paradigme, nous avons besoin de nous nourrir autrement, d'entendre de nouvelles histoires. Ici, nous vous contons nos graines d'inspiration et celles de nos invités. Soyez les témoins d'un nouveau possible, ici et maintenant. Je suis Chloé et vous écoutez les podcasts d'une vie slow. Bonjour et bienvenue dans le premier épisode du Cercle d'une vie slow. C'est avec joie que je vous accueille dans cet espace d'inspiration pour vivre une vie slow. Se lancer dans une nouvelle aventure, c'est comme donner naissance et devenir parent d'un nouvel être. Et c'est tout naturellement que nous avons pensé à celles qui ont mis des mots sur cette période si fragile après un accouchement. Je suis ravie d'accueillir les autrices du livre Le Mois d'Or, Bien vivre le premier mois après l'accouchement, publié aux presses du Châtelet en mai 2019. J'ai nommé Céline Chadela et Marie Mahé-Poulain. Bonjour mesdames, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer ce moment, je vous invite à vous présenter. Alors, je vais commencer. Donc, je suis Céline Chadela. Je suis donc la co-auteure du livre Le Mois d'Or. Je suis journaliste spécialisée dans le domaine du bien-être, du yoga et des spiritualités. Je pratique également le yoga et la méditation depuis plusieurs années maintenant. Et surtout, je suis la maman de 2 enfants âgés de 5 ans bientôt et puis 2 ans déjà. Voilà. Et bonjour, donc moi c'est Marie Mahé-Poulain. Je suis maman aussi d'une petite fille née en 2016 et tout simplement passionnée par l'enfantement, la maternité, tout ce qui a trait à la parentalité au féminin. Et donc j'exerce en tant que psychologue clinicienne, praticienne en rebozo, en yoga, que ce soit en ligne ou sur Nantes et Angers. Et je suis ravie d'être ici pour ce beau podcast. Merci les filles et bienvenue. Alors, vous êtes de vraies femmes du 21e siècle, plurielles. C'est fantastique de pouvoir partager ce moment avec vous. Alors, j'aimerais commencer cette discussion par vous proposer de présenter un peu ce que c'est le mois d'or et quelles sont les utilités de le vivre pendant cette période. Alors, le mois d'or, en fait, en médecine chinoise, c'est la période recommandée, donc qui dure 40 jours, pour que la jeune maman retrouve des fonctions psychologiques et physiologiques optimales. Donc, c'est 40 jours où elle va retrouver ses forces, recouvrer son énergie et pendant lesquels on va lui offrir des pratiques et des soins adaptés à son état. C'est une période spéciale, où elle fait l'objet d'attention particulière, où on prend soin d'elle, où on lui apporte ses repas sur son lit, on lui donne un type d'alimentation particulière, on fait certaines pratiques relaxantes, etc. pour qu'elle se sente bien, parce que un bébé qui va bien, c'est d'abord une maman qui va bien. Moi, j'aime bien aussi dire que du coup, c'est d'abord des parents qui vont bien et du coup, le soin aux parents pendant cette période me semble totalement essentiel. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah bah absolument, et d'autant plus c'est important d'insister là-dessus dans le sens où en général le regard se déplace vers le bébé après la naissance, alors que justement plus, moi je partage aussi cet avis, plus on va choyer, soutenir la mère, le couple, le père, plus eux vont pouvoir trouver les ressources en eux pour accompagner leur enfant. Et ça c'est vraiment capital et c'est un petit changement de regard qui serait intéressant à généraliser pour tous. Et du coup, dans ces premiers 40 jours, parce que donc c'est vraiment les 40 premiers jours, même si on dit souvent qu'on se remet d'une naissance à peu près 1 an, entre 9 mois et 1 an. L'OMS préconise même 2 ans. 2 ans de douceur et de soins. Pour se remettre totalement, en tout cas, pour que le corps retrouve vraiment son état, un état proche de ce qu'il était avant la grossesse. Ok, ouais, on est vraiment loin dans notre société quand on fait juste le constat, même si dans les épisodes comme ça du cercle d'une vie slow ou les podcasts d'une vie slow, on aime bien aller vers construire le renouveau et pas forcément s'attarder sur les constats. Mais c'est vrai que si on fait le constat, on est vraiment très très loin de cette physiologie aujourd'hui dans notre société. Ah bah absolument. On parle de la première heure, peut-être des 3 premiers jours, qui sont tellement intenses, bien sûr nécessaires, mais loin d'être suffisants. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs paliers. Il y a cette première heure, ces 2 premières heures après la naissance. Ensuite, il y a des choses qui se passent au bout de 2-3 premiers jours. Il y a comme des paliers comme ça. Il y a les 10 jours, les 21 jours. On parle en fait de 40 jours parce que dans nombreuses cultures dans le monde, il y a cette fenêtre des 30 à 40 jours qui est vraiment recommandée avec uniquement repos maximal et création du lien d'attachement avec le petit bout.
Alors qu'ensuite, bien sûr, on est encore dans cette phase de transition, de renaissance, de construction, tant du point de vue physiologique que du point de vue identitaire, psychologique, comment on est soi-même en tant que parent et comme nouvelle personne, parce que ça a quand même chamboulé notre vie, tout ça. Mais on n'est plus dans peut-être cette bulle d'arrêt quasi totale. On retourne aussi dans le faire. Bien sûr, on peut le faire avec justement cette dimension slow, cette dimension respect de la physiologie. Mais voilà, on retourne un petit peu à l'extérieur de notre bulle. Tandis qu'il y a ces 30, 40 premiers jours, avec ce noyau des 21 premiers jours au début. Bon là, je vous embrouille avec les chiffres, mais je trouve ça important parce que c'est des étapes. Moi, je viens de donner naissance, hein, ma petite dernière, à l'heure où on enregistre le podcast, à 1 mois et demi. C'est vraiment que les 3 semaines, enfin la 3e semaine, il y a eu vraiment ce phénomène de ok, là maintenant la grossesse est terminée, l'accouchement est terminé, je reviens dans mon corps et ben je suis toute seule maintenant dans mon corps. Et on a senti ça aussi avec Nicolas. Nicolas aussi a vraiment pu poser son nouveau statut en fait. À partir de ces 3 semaines-là justement. Ouais, à partir de ces 3 semaines où il a vraiment réalisé qu'il était papa quoi. Voilà. Et que du coup, il y avait un nouvel être, un nouveau fonctionnement, une nouvelle organisation, un nouveau quotidien, tout simplement. On a vu vraiment la différence entre les premières semaines où il y a vraiment la magie de l'accouchement, la magie de la rencontre. On est vraiment un shooté aux hormones. Et ouais, vraiment dans la joie d'accueillir un nouvel être. Et après, petit à petit, on rentre dans maintenant on se connaît. Donc, tu fais vraiment partie de notre vie. Et ouais, je vous rejoins dans la temporalité, en fait. C'est vrai qu'après, il y a le premier trimestre, puis le 2e, puis le 3e, du coup, les fameux 9 mois. 9 mois à l'extérieur, 9 mois à l'intérieur. Je sais pas si vous... Ouais. Ah bah oui. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Mais ne serait-ce que par rapport à l'enfant et par rapport aux parents, en fait... il y a vraiment ce OK. Donc là, vraiment, on a vécu autant de temps ensemble à l'intérieur et voilà. C'est vrai que on est vraiment sur des cycles en fait, et on est dans une culture où on connaît pas vraiment les cycles. Nous, notre manière de penser le temps, elle est linéaire. Bébé est là, hop, on passe à autre chose. Alors qu'en fait, il y a des transformations, des superpositions de temps qui se passent, comme Marie le disait, donc 10 jours, 21 jours, 40 jours, 3 mois, 9 mois. Tous ces temps se superposent et c'est vrai que on constate, on parle de 2 ans, on va jusqu'à 2 ans après la naissance en termes de transformation de la maman. Et bon, moi, j'ai trouvé que c'était assez juste. Quand le bébé a 2 ans, on retrouve quand même des repères et on sort quand même de cette temporalité si particulière à la naissance et à l'accompagnement d'un bébé. Il y a une question qui me vient. On dit souvent les 3 premières années d'une parentalité ou de bébé, en fait. C'est vraiment les plus intenses et celles aussi qui donnent parfois pour conséquence souvent la séparation des couples. Est-ce que vous avez une thèse, une idée sur est-ce que si on respectait vraiment cette physiologie de l'accueil de la nouvelle famille, du nouveau couple parental et d'une nouvelle relation avec un nouvel être, est-ce que vous faites la relation, vous, entre justement aujourd'hui ce manque de physiologie, de l'accueil d'un nouvel être dans la vie des couples, en fait, et le fait que on note plus de séparation après 3 ans de vie de bébé? Moi, je trouve ça très intéressant là ce que tu dis, Chloé. Parce que effectivement, il y a vraiment une question de respecter la physiologie et comme les étapes. C'est, je trouve, comme une invitation en fait à être plus à l'écoute de ce qui se passe à chaque instant, mais en sortant toujours des dictates de peut-être comment il faudrait le vivre. Dans le sens où aujourd'hui, à la fois, je trouve qu'il y a les deux. D'un côté, j'ai l'impression qu'on se respecte très peu dans notre physiologie, dans ce qu'on doit vivre, et en même temps, il y a beaucoup de choses qui se font, notamment sur tout ce qui est la physiologie du bébé, du respect des émotions, de la parentalité. Il y a beaucoup d'avancées là-dessus qui sont fondamentales, vraiment fondamentales, mais parfois aussi aux dépens de nous en tant qu'êtres singuliers, de nous en tant que couple. Et bien sûr, il y a ce petit être dépendant qui est là et qui a vraiment cette priorité à prendre en compte. Mais des fois, dans le respect de la physiologie du petit, on en oublie complètement le respect de notre physiologie individuelle, de nos besoins, de notre couple. Et parfois, des fois, avec cette magnifique intention qui est importante à continuer à développer, je pense qu'on a encore beaucoup de richesses à découvrir là-dessus.
Mais on Oui. oublie ça et parfois aux dépens du couple. Et c'est pour ça que, pour revenir là sur la notion des cycles dont tu disais, tu parlais Céline et puis que tu soulevais aussi Chloé, je trouve ça très intéressant parce que c'est comme si aujourd'hui, oui, il y a cette notion linéaire, comme si tout d'un coup, on avait une vision un peu plaquée, déjà un portrait dessiné de ce qui allait se passer, mais dans un temps assez long, alors qu'en fait, c'est une succession d'étapes progressive et que ça va pas être la même chose effectivement les 10 premiers jours ou les 21 premiers jours qu'à 9 mois. Des fois, en voulant voir un peu de trop un regard global, on en oublie toutes ces fluctuations en fait. Et c'est hyper important. Et moi, je trouve que c'est ce qui nous nourrit dans notre parentalité, de voir tous ces changements. Tu parlais des 9 mois, bah c'est énorme les 9 mois, c'est le moment où le petit être il devient aussi à maturité, où il commence à se déplacer. C'est là où normalement les autres mammifères naissent, ils commencent à pouvoir se déplacer tout seuls. Bah nous, on est un petit peu avant et c'est des étapes fondamentales, comme une nouvelle naissance aussi, une autre séparation avec un bébé plus autonome. Et tout ça, il y a plein de petits trésors à voir et se nourrir de ces trésors-là. Et comme vous le proposez aussi dans les étapes là des différentes semaines du mois d'or, c'est nourrir soi-même et son couple. Donc ça, je ne peux qu'inviter à développer ça. Et moi, j'ajouterais que tu disais, il y a peut-être pas un respect de la physiologie, et en fait, je pense qu'il y a un manque de connaissance, tout simplement de la physiologie, de nous-mêmes, de notre propre psychologie. Souvent, on veut devenir parent, et Marie le disait, mais on a souvent de grands idéaux par rapport qu'on calque sur cette parentalité et qui vient clasher en fait avec la réalité de ce qu'on est en tant qu'être humain, en tant que ce qu'est l'autre aussi, notre compagnon, notre conjoint. Et la réalité de ce petit bébé aussi, qui a des besoins très exigeants. Et en fait, je pense que c'est vraiment pour moi une question de connaissance et de compréhension. Et c'est ce qui amène après aussi à la compassion et au fait de comprendre l'autre et d'arriver à cheminer avec l'autre tel qu'il est, avec ses défauts et qui fait son humanité aussi. Mais on en revient tout le temps à la temporalité finalement. Parce que si on réfléchit bien, en fait, il y a besoin vraiment d'espace-temps. Et donc le slow prend tout son sens et c'est aussi l'une des grandes idées que vous apportez dans votre livre, c'est de s'offrir le temps, de s'offrir justement l'espace, de ne rien faire et d'être juste là à prendre soin de soi. Je sais que ce qui m'a vraiment interpellée dans vos écrits, dans le premier mois, vous pouvez déjà faire des petits étirements, vous vous centrez sur votre respiration, sur votre méditation, prenez le temps de construire aussi ce mois d'or avec votre compagnon, avec votre cercle de soutien, on en parlera juste après, de créer en fait cet espace-temps et j'ai la sensation qu'aujourd'hui avec le congé maternité et paternité, justement ce temps-là il est quasiment inexistant pour les couples puisque le papa jusqu'à l'accouchement il n'est pas forcément en congé paternité et donc s'offrir ce temps-là pour échanger et construire ce nouveau paradigme de parentalité, il est très restreint. Donc je pense que votre pétition notamment que vous avez lancée, elle est nécessaire avec tous les points que vous mettez en avant sur les besoins que nous avons de temps en fait, d'allongement, de congé de maternité et de paternité et de parentalité. Il est nécessaire parce qu'il me semble que pour ça, on en a besoin. En fait, il n'y a que le temps Mais c'est clair. qui fait que... Mais de toute façon, le temps, c'est du respect. Et le respect, c'est de l'attention. Et l'attention, c'est de l'amour. Et du coup, on crée justement cette ambiance, enfin cette ocytocine dont on a tellement besoin. Donc l'ocytocine, c'est l'hormone du bien-être et de l'amour qui nous fait nous sentir bien. Et effectivement, on est dans des sociétés qui sont régies dans des systèmes de peur. Il faut aller toujours plus vite, il faut être toujours pressé. Et voilà, et c'est vrai que ça c'est pas du tout adapté à l'accueil d'un bébé, à la création d'une nouvelle famille. Et puis ça vient du coup générer des nouvelles tensions parce que, enfin justement, quand cette notion de temps, elle est raccourcie, nous qui avons déjà du mal à être dans cet instant présent, si la deuxième phase arrive juste après, juste dans quelques jours, enfin aujourd'hui le congé il est encore à 11 jours du côté du papa, du conjoint, donc c'est très très rapide et vu qu'on a cette tendance permanente à se projeter dans ce qui va arriver, le papa qui est en congé maternité dans ces 11 jours, il pense déjà aussi, enfin on espère qu'il va réussir à être dans cette bulle, mais c'est quand même un vrai exercice de rester là quand l'étape d'après vient si vite. C'est pour ça qu'il est important d'avoir le temps parce que tu parlais d'ocytocine, Céline, mais l'ocytocine, son ennemi, enfin je sais pas si c'est son ennemi, en tout cas ce qui vient un petit peu la squeezer, c'est le cortisol, donc le stress. Ouais. Donc à partir du moment où on va être dans une projection dans le futur, on vient nourrir notre stress. Si on vient nourrir notre stress, on s'empêche nous-mêmes d'avoir les trésors de l'ocytocine. Et ça, c'est vraiment dommage. Et je dirais aussi dans cette
dimension du temps, moi, ce qui me vient vraiment, c'est la durée, mais c'est aussi comment on l'habite, ce temps. Parce que des fois, on a un temps qui est long, ok, mais on reste dans le faire, on reste dans l'intellectuel ou dans l'action. Et là, il s'agit d'avoir un temps long et en plus de l'habiter autrement et d'être vraiment du côté de l'être. Et ça, c'est deux notions et d'une temporalité longue et habiter autrement, je trouve que ça peut vraiment tout changer et faire qu'on passe des difficultés du postpartum, parce que oui, il y en a, à des trésors qui sont derrière et à l'opportunité que nous fait juste cette fenêtre. Le congé paternité n'est pas fait pour les travaux. Absolument. C'est pas fait pour avancer sur les travaux, non, parce que souvent on le voit aussi. Vous savez, les jeunes parents, souvent, ce qu'ils aiment faire aussi, c'est déménager. C'est ça, mais C'est vraiment, c'est comme si on voulait tous construire notre nid et que du coup, le nid présent n'était pas assez bon pour accueillir. c'est ça. Oui, il fallait absolument aller autre part. Alors, ça se traduit dans la physiologie, ça se traduit. Après, c'est aujourd'hui dans nos sociétés, comment le faire au temps juste, en fait. C'est ça, parce que ça vient d'une belle intention. On a besoin de cette nidation, Oui. de créer notre nid, de se sentir bien. C'est magnifique. À part que dans cette période-là, ça va suffisamment, je dirais, déménager sur d'autres plans. Donc ça, C'est clair. ça, c'est vraiment, si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Après, on le vit au mieux. C'est vraiment augmenter les risques d'épuisement qui sont déjà majeurs dans cette phase de vie et qui peuvent vraiment avoir des conséquences malheureusement importantes à long terme sur le couple aussi, mais sur la femme vraiment dans sa physiologie, dans son organisme qui doit se remettre et sur ce petit bébé. Donc pour éviter justement, comme vous appelez, le nid de l'épuisement et de la dépression du postpartum, etc. Concrètement, vous donnez beaucoup d'axes de réflexion et d'outils dans votre livre. Et là, pour nos auditeurs, pour vous, ce serait quoi les points d'attention majeurs pour éviter de causer l'épuisement et éventuellement la distanciation dans le couple? Eh bien, il y a plein, effectivement, comme tu dis, plein de façons d'éviter l'épuisement et justement en optimisant aussi son énergie. Il y a notamment le fait tout simplement, c'est pas le bon mot tout simplement, mais de se reposer. Effectivement, c'est pas si simple dans cette période-là. Donc le tout simplement n'est peut-être pas très juste, mais en tout cas le mettre vraiment comme axe premier. C'est une priorité de se reposer. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire faire des nuits complètes de 12 heures parce qu'on a un petit bébé qui vient de naître, donc le repos est tout de suite relatif, bien que chaque bébé soit très différent. Ça veut dire essayer de dormir au maximum quand son bébé s'endort. Même quand il est réveillé, on va augmenter les situations, on va se retrouver en position notamment horizontale, allongée, pour se relaxer. Donc même si on dort pas, on peut se relaxer en allaitant, donnant le biberon, en étant allongé auprès de son bébé. Et se reposer, c'est au niveau du corps, donc il y a vraiment le sommeil. Ça peut être aussi quand on est allongé, on repose aussi toutes les pressions qui ont sur notre périnée, donc ça c'est très important pour qu'on puisse retrouver de l'énergie, cette base de notre corps dont on parle beaucoup en yoga, en médecine chinoise, le qi, tout ça, il y a cette base au niveau du ventre, au niveau du périnée. Et là, il faut vraiment que ça se referme, cette ouverture qui a eu lieu avec la naissance et qu'on retrouve cette énergie-là. Donc du coup, on va éviter les pressions en s'allongeant, en se reposant, en évitant tout effort. Donc c'est le grand moment où non, c'est pas à nous de gérer la maison ou d'avoir à se lever sans cesse rien que pour même s'attraper une tisane ou quoi que ce soit. On va vraiment faire en sorte que d'autres personnes puissent être là pour nous relayer sur ce point. Et puis ensuite, il y a plein d'autres choses. Céline, tu peux peut-être aussi en rajouter. Oui, bien sûr. Alors, en fait, il y a aussi toutes les pressions psychologiques. Est-ce qu'on peut être dans son lit, mais un peu tendu, en se disant, là, quand est-ce que le repas va être préparé? J'ai faim, est-ce que j'y vais? Et mon aîné, où est-il? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et voilà, de multiples pensées du quotidien, en fait, qui viennent un peu nous assaillir et créer une certaine tension. Et moi, je trouve qu'il est vraiment important, enfin, toutes les deux, c'est vraiment le message du mois d'or, que la jeune mère soit libérée de ces pensées-là, qu'elle puisse être vraiment sereine totalement, qu'elle sache qu'elle va pouvoir manger, qu'on va lui apporter à manger. Ça paraît bénin, mais c'est super important qu'elle se dise, je suis pas obligée de me lever pour aller me préparer quelque chose. Je sais qu'on prend soin de moi, et ça, c'est un soulagement intérieur, c'est un soulagement mental, et ça lui permet aussi de tourner vers son petit bébé. Et du coup, de déclencher l'ocytocine, en fait, de se sentir aimé. Et le fait de se sentir aimé, choyé, supporté, du coup, permet de déclencher l'ocytocine qui, notamment lorsqu'on allait, est celle qui crée un véritable confort d'allaitement. Produit bien mieux du lait sous ocytocine que sous cortisol. Exactement. Tout à fait. Et puis l'ocytocine vient vraiment permettre de soutenir la relation d'amour qui se tisse. Alors pour certaines directement, pour d'autres ça prend du temps.
mais avec leur bébé, avec le compagnon aussi. Là aussi, qu'il y ait allaitement ou qu'il n'y ait pas, parce que finalement, même si c'est augmenté avec tout ce qui est la physiologie, que ce soit de l'accouchement ou de l'allaitement. Mais cette ocytocine, elle est vraiment là. Et c'est vrai que c'est important, hein, le fait de se libérer des charges physiques, oui, mais mentales aussi. On en parle beaucoup, hein, de la charge mentale. Et je dirais que c'est vraiment tout un travail qui doit vraiment se faire aussi en amont de la naissance. Parce que, oui, on va être tellement mieux si on sent que on n'a pas à se préoccuper de ce qui va être fait ou pas. Si on peut aussi oser demander à la personne ou aux personnes qui vont nous entourer. Mais ça, c'est tout un travail intérieur parce que beaucoup nous témoignent d'ailleurs, ok, il faudrait que je demande, mais moi, j'arrive pas, ou j'ai tellement dû toujours tout gérer toute seule, ou dans ces cas-là, je me sens faible et vulnérable, voire nulle si j'ai besoin d'aide. Et si je dois demander, si moi-même j'ai fait mon chemin pour m'autoriser à ça, comment je vais être accueillie? Donc c'est vraiment un chemin individuel et collectif aussi, du rapport aux besoins, à la demande, et même aussi de savoir je dirais, de se protéger de tout ce qui n'est pas au service de notre bien-être à ce moment-là, pendant cette parenthèse de vie. Du moins, après, on peut aussi l'élargir à toute notre vie si ça nous parle. Mais je sais qu'il y a beaucoup de pression pour les femmes et les couples qui viennent d'accueillir un petit bébé, avec tout notamment ces conseils contradictoires, voire ces injonctions, et puis ces remises en question sur nos capacités à être parents. Est-ce qu'on comprend les pleurs de notre bébé? Mais pourquoi il pleure? Mais peut-être qu'il a faim, peut-être que ton lait, il nourrit pas assez, peut-être qu'il a froid. Enfin, on revient quand même souvent mettre à mal l'écoute qu'on a de nos propres indices intérieurs pour accompagner ce petit bout et ce que nous, on traverse. Et tout ça, ça nous bouscule parce que on se sent parfois incompétente et puis voilà, et puis finalement, je suis une mauvaise maman. Et ça vient nous chercher très, 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 très loin. Et ça vient augmenter des choses importantes de la culpabilité. Ensuite, on ose moins aussi parler. Donc, on s'isole naturellement plus. Bref, c'est toute une sorte de boucle dont il est important. On voit bien, on s'imagine dans un endroit où on se sent bien. En général, on n'a pas beaucoup de charges, on n'a pas de préoccupations mentales et on n'a pas de choses qui nous font du mal ou qui nous perturbent. Essayer de vraiment... Et puis, c'est important ouais. aussi que la société ou l'entourage, enfin, à travers l'entourage, prenne conscience que la maman est en pleine phase de transformation et de construction. Donc, elle n'a pas de réponse, on n'a pas de réponse toute faite aux pleurs du bébé. On tâtonne, on essaie, et puis on a notre intuition aussi. Et très, très important de l'écouter parce qu'on sent quand même des choses. Notre petit bébé sort de nous quand même. C'est vraiment notre continuité. Il y a vraiment des choses qu'on sent. Comme Marie disait, c'est important de savoir s'écouter, se faire confiance. Cette phase, en fait, de transformation, on la nomme la matrescence. C'est la contraction de maternité et adolescence. C'est un temps long pendant lequel la maman se transforme et va vers les apprentissages de la maternité. Ça demande du temps. C'est d'abord un temps. Et on revient à cette question de temps, d'ailleurs. Ah, ça n'a jamais été aussi aligné avec le propos d'une Bislo. Mais justement, il y a aussi ce temps de rencontre. C'est pour ça que moi, j'ai un véritable coup de cœur pour votre message autour du mois d'or. Parce que c'est vraiment quelque chose en plus qu'on défend, nous, dans notre quotidien avec une Bislo. Ce temps-là, en fait, des 40 premiers jours, c'est aussi le temps où on va déceler justement, ah mais tiens, en fait, quand tu te tortilles un peu comme ça, quand tu regardes comme ça, quand tu pleures comme ça veut dire ça. Mais en fait, il y a juste besoin de ce temps d'écoute. Et il me semble aussi que vous proposez d'organiser vraiment les visites pendant ce mois d'or et que les visites ne soient pas forcément les moments d'accueil où c'est que de la présentation de bébé et où du coup la maman a tendance à se mettre sur son 31, puis être beaucoup plus à la verticale et puis bébé passer de bras en bras et ça va mettre peut-être un peu plus de stress. Bébé va avoir besoin de décharger, maman va être épuisée, le papa aussi va être épuisé parce que du coup on aura fait le gâteau pour accueillir les invités, etc., etc. Hein. Et du coup vous proposez, vous donner des pistes en fait que ces moments de rencontre et de présentation de bébé soient sous un autre point de vue avec le fameux cercle de soutien. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Mais oui, c'est capital en fait que cette fenêtre des 40 jours n'est pas un défilé de visites pour venir rencontrer ce petit bébé. Bien sûr qu'il y a plein de monde qui a envie de le connaître et bien sûr que ça se fera en temps et en heure. Mais on est, je trouve, dans une culture où tout d'un coup, parfois même la famille qu'on voit quasiment jamais, doit tout d'un coup passer à la maternité. Il y a même des fois un devoir tant du point de vue des parents qui se sentent un peu obligés d'accueillir, de présenter, tant du point de vue parfois de l'entourage qui se dit quand même il faut qu'on passe les voir, honorer un petit peu cette naissance. Et c'est magnifique de vouloir honorer cette naissance.
Mais c'est vrai que le positionnement qu'on a un petit peu par rapport à ça, c'est que honorer cette naissance, c'est justement respecter cette fenêtre-là, cette bulle vraiment qui se crée autour de la petite cellule familiale et venir les rencontrer en un autre temps, sauf bien sûr si à un moment donné, en tant que couple, en tant que femme, on se rend compte qu'il y a quelques personnes où, waouh, elles, ça va vraiment nous faire du bien à nous si on les voit, ça va nourrir notre confiance, ça va nourrir notre besoin d'amour, notre besoin d'être serré dans les bras et reconnu ou accueilli parce que si on a besoin de pleurer. Enfin voilà, il y a ces petites pépites de personnes où ça va être précieux. Mais je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à les sélectionner sur les doigts d'une main. Et c'est un travail qui se fait en amont pour bien sûr ne pas venir attiser la susceptibilité et ensuite la culpabilité qui peut en découler. C'est très sensible comme sujet parce qu'il n'est pas question d'avoir à être dans cette fenêtre-là en train de tenir les armes, en train de dire ne rentrez pas dans notre bulle parce que dans ces cas-là, on est du côté de la lutte, de la force et on n'est pas avec cette énergie de douceur et de confiance du mois d'or. C'est pour ça que c'est des choses qui sont intéressantes à aborder en amont, en couple déjà, enfin soi-même déjà, par qui on va envie d'avoir être entouré. Autant du point de vue des qualités humaines, de cœur, de soutien, que des qualités aussi logistiques, hein, parce qu'il y a aussi nos bonnes étoiles où d'abord on a une belle relation avec elles et on sent à l'aise d'être, j'en sais rien, en pyjama à 19h et mal coiffé et en train de pleurer et c'est ok, ils vont pas douter qu'on est une super personne, une super maman ou un super couple. Et en même temps qu'ils vont pouvoir vraiment aussi nous soutenir sur le plan de la matière. Donc c'est vrai que nous on a ce conseil un peu Et du puis, cercle il y a des quelque bonnes chose étoiles. là d'intéressant qui se passe en ce moment, c'est qu'on parle de plus en plus du postpartum. Il y a de plus en plus de podcasts sur le sujet. Ça peut être intéressant d'envoyer une petite liste, pas seulement de cadeaux à faire, mais de podcasts à écouter Ah oui. pour l'entourage. Voilà, Pour avec une l'entourage. sélection particulière sur le mois d'or, le postpartum, les 40 jours et tout ça, pour répandre cette culture en fait, hein, et ces connaissances. Ça peut être intéressant pour la famille. Oui, puis quand on est, on va dire, informé, moi je sais que du coup j'avais cette information et à chaque fois que dans mon entourage il y a un nouveau-né, je demande aux parents, dis-moi quand c'est juste pour toi que je vienne Mhm. rencontrer ton Ah oui. bébé, quoi. Voilà. Et que je vienne et je suis là et tu peux m'appeler, etc. Et souvent, en fait, quand les gens ne sont pas informés, c'est ah bon, mais tu veux pas venir voir mon bébé Il y a aussi ça. Hein. Du coup, il y a vraiment tout un nouvel imaginaire, une nouvelle réalité en fait, à construire autour Tout à de fait. ce moment-là de la vie en fait. Et c'est aussi pour ça qu'on a pris la décision de faire ces podcasts, c'est pour justement nourrir un nouvel imaginaire. Bah, c'est génial. Donc ouais, ça Bah oui, puis c'est tellement important parce que c'est un nouvel imaginaire collectif, quoi. Effectivement, s'il y a que certaines oui. femmes ou certains couples qui sont sensibilisés à ça, ça va être un travail énorme d'avoir à parler à leurs proches des visites. D'un côté, de leur dire pas trop de visites, de l'autre côté, de leur dire mais on a beaucoup de besoins, donc s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous aider? Donc, du coup, c'est vraiment, pour certains, c'est vraiment difficile. Tandis que si le message, il passe à tout un chacun, on va nous-mêmes développer une nouvelle culture de qu'est-ce qui peut aider une femme, une famille qui vient d'avoir un bébé. Donc, on va arrêter de peut-être, enfin après, c'est peut-être super, hein, les doudous, mais peut-être d'arrêter qu'ils en aient 30 en tout cas, et de favoriser des aides matérielles ou qui font du bien au cœur. Quand je dis des aides matérielles, ça va être des repas pendant le postpartum, ça va être, ça se trouve, une cagnotte pour qu'ils aient une doula ou une aide ménagère ou, enfin voilà, plein de petites choses ou des massages ou des soins rebozo après le postpartum. Enfin bref, il y a plein d'idées. Tout simplement, ouais, ouvrir notre cœur, notre conscience et si c'est collectif, ça a fonctionné. C'est ça qui manque aujourd'hui. Vas-y, Non, je voulais Céline. juste dire a new culture is born. Carrément. Carrément. Et Yeah. d'ailleurs, moi, j'aime bien ouvrir aussi la possibilité aux futurs parents, parce que j'accompagne aussi les familles, et je me le suis autorisée aussi pour cette deuxième maternité parce que j'avais pas cette conscience-là pour la première maternité. Mais j'ai fait ma liste de naissance, hein, vous savez, cette culture de liste de naissance pour éviter d'avoir justement les 30 doudous. Et de vraiment et de répondre à ce dont on a vraiment besoin et que les gens puissent savoir vraiment ce dont on a besoin. Et la fameuse catégorie des cadeaux inestimables. Les cadeaux inestimables, c'est un appel illimité pour les parents fatigués. C'est une sieste de temps en temps et du coup venir couponner bébé. C'est en effet les fameux plats à mettre au congèle ou alors à venir partager avec les parents
mais juste pour venir partager un repas et pas forcément mettre les couverts et la table sur 131. Hein, c'est pas vraiment ça. C'est le soin rebozo, c'est la séance photo, c'est tout ça en fait. Ce moment-là, ces cadeaux-là sont vraiment des cadeaux inestimables et qui nourrissent justement la physiologie pour nourrir ses souvenirs en douceur, quoi. Qui peuvent tellement tout changer. Clairement. Exactement. On a un peu distillé des informations tout au long de notre discussion et on en a un peu parlé. J'ouvre encore un peu plus grand la porte qui est déjà ouverte. Pour vous, pendant le mois d'or, qu'est-ce qui va construire la parentalité des parents en fait, et quelles conditions on va pouvoir poser pour notre parentalité pendant ce mois d'or? Je pense que ça se joue beaucoup à l'intérieur de soi. Il faut savoir à la fois s'écouter tout en prenant du recul. Et en laissant la place à l'autre. Beau challenge. C'est un challenge important. Parce qu'en fait, on se rend compte, effectivement, on parlait du nid de l'épuisement tout à l'heure. Il faut aussi que les mamans sachent lâcher. Souvent, on a certaines idées, certaines attentes, certains idéaux qu'on calque sur l'arrivée et sur la manière dont on accompagne notre bébé. Et on va avoir du mal à laisser faire l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, si le conjoint prend le relais pour qu'on fasse une sieste, pour qu'on se repose, eh bien, c'est un moment aussi qui lui appartient. Donc, il faut aussi savoir prendre sur soi et laisser l'autre dans sa liberté avec l'enfant. Moi, je trouve que ça demande vraiment beaucoup de connaissance de soi et de maîtrise aussi de ses émotions et puis des outils aussi sur le plan relationnel pour communiquer. Je pense qu'il y a vraiment de ça aussi au niveau émotionnel, de l'accueil. Moi, je dirais beaucoup parce qu'on est dans cette phase où, même si pour celles qui peuvent parfois se sentir assez équilibrées, on va dire émotionnellement assez stables, on peut aussi être surprise qu'à ce moment-là, waouh, on est un peu quand même dans un pas tout, hein, on le vit toutes vraiment à notre manière. Il y en a pour qui ça va être paisible, voilà, mais certaines, on peut avoir quand même des émotions très très fortes qui sont déroutantes, voire des phrases qui nous passent en tête du genre, hein, je mets les pieds dans le plat, hein, mais du genre, mais pourquoi j'ai fait un bébé, enfin des choses assez fortes, qui nous prennent vraiment dans le corps, dans la poitrine et qui sont déstabilisantes, surtout quand on n'a pas en tête que d'autres femmes peuvent le vivre comme ça, et que ça fait partie du processus comme on en parlait. Donc un grand accueil des émotions, d'oser les exprimer, que ce soit par le verbe, mais aussi par les pleurs. Si on a besoin de pleurer, je pense qu'il faut vraiment s'autoriser à ça. Pas rentrer dans ce modèle de la perfection, de l'image lisse d'une femme qui est heureuse d'avoir eu son petit bébé, parce que c'est toutes ces pleurs et cette authenticité en fait qui va faire que on va pas se rajouter aussi la charge de devoir tout le temps prendre sur nous. On va guérir nos émotions tout simplement en les libérant. Puis notre petit bébé, voilà, mais si on a besoin, on peut lui redire avec des mots aussi qui va pas s'inquiéter que c'est pas par rapport à lui, mais qu'on vit beaucoup de choses nous aussi, qu'on se construit, et puis que les émotions c'est humain. Enfin bon, bref, il y a plein de petites choses à pouvoir passer. D'où la construction d'une parentalité bien éclairée finalement, parce que c'est des bases en fait qu'il va y avoir en continuité. Exactement, par c'est la dans ce sens-là que j'ai insisté là-dessus, parce que c'est avec ces bases-là qu'on construit ensuite notre parentalité éclairée aussi, que ce soit pour soi, mais aussi dans la relation à l'autre, avec la communication, l'accueil des émotions de l'autre. On peut vivre des choses aussi très différentes dans le couple. Des fois, c'est déstabilisant d'ailleurs. Des fois, on est en osmose, des fois, on est des trucs très différents. Et c'est vraiment important de prendre le temps de communiquer. D'où l'importance de pas être toujours avec du monde, n'est-ce pas? Parce que quand on a des visites en permanence, ça peut augmenter aussi les tensions ou les différences entre l'un et l'autre. Et moi, je dirais, ce qui me parle beaucoup, c'est cette dimension de partenariat. Mais bon, c'est pas que pendant le mois d'or, je veux dire, ça se crée même pendant le projet bébé, les 9 mois avant la conception, hein, on peut en parler aussi de cela. Puis la grossesse, puis la naissance, et maintenant, à part que là, maintenant, bébé est là. Et comment on va être dans un vrai partenariat avec soi-même, partenariat avec le conjoint, partenariat avec le bébé, parce que celui-ci, c'est un acteur actif de toute la relation, et je trouve que de le considérer vraiment comme un petit être, ça change complètement notre rapport à l'écoute, avec ce qu'il peut nous faire passer, avec l'influence qu'il a sur nous, et je trouve que ça fait partie des bases qui ensuite amènent à cette parentalité éclairée. Alors moi, ce qui fait le parallèle avec ce que je peux partager avec le concept de parentalité slow, c'est le fameux village en fait, pour élever un enfant. Le fait en fait de le mettre déjà en action pendant la grossesse, de réfléchir à son cercle de soutien et que ces gens-là soient présents dès les premiers jours, dès les premières semaines, dès les premiers mois de bébé, et que ce cercle de soutien soit bienveillant, soit vraiment au service du bonheur, de la tranquillité, de la famille.
va aussi nourrir ensuite tout au long de la vie de cet enfant et de notre vie de parents de cet enfant-là, un appui. Ce sont des piliers dans la vie de cet enfant et ça nous permet, nous, en tant que parents, de se dire, mais en vrai, moi, je suis pas seule responsable de cet être et du coup, alléger cette responsabilité et vraiment sentir que c'est par toutes les étoiles qu'on forme un ciel étoilé. Hein, vous parlez du Étoile. cercle des étoiles. Hein, c'est vraiment nourrir cette pluralité en fait dans l'éducation, même si j'aime pas du tout ce mot éducation, hein, que je parle plutôt d'accompagnement de l'être, mais pour pouvoir accompagner avec justesse et maintenir un cadre bienveillant et que ça dépende pas forcément de nous parce que nous aussi, on passe, comme vous le dites si bien, par des émotions fortes, par des doutes, par des constructions. Hein. L'enfant, il est là aussi pour nous alléger de notre boue, pour nous transformer en lotus, d'accord? Et que toute cette période-là, en fait, de parentalité, que ce soit en nouveau-né, en petite enfance, en adolescence, on va avoir besoin de cercles de soutien. J'ai la sensation de vraiment construire ça avec conscience avec le mois d'or, pose les fondements en fait de notre vie de parents. Mais tout à fait. Puis moi je trouve à la fois c'est à notre service dans cette période du mois d'or, mais en fait c'est aussi une occasion en or justement de développer ça tout au long de sa vie. C'est comme si à un moment donné, déjà ça va être capital d'avoir ce cercle-là juste avant le mois d'or et puis pendant le mois d'or, ça c'est vraiment inestimable. Mais se servir de cette étape-là aussi de vie pour développer le cercle, comme tu dis, de manière plus large et plus longue, c'est vraiment une occasion magnifique parce que tant pendant le postpartum, il y a cette dimension de l'isolement qui est quand même un des grands risques qui peuvent entraîner ensuite des difficultés maternelles. Mais même finalement dans notre parentalité, dans nos vies aujourd'hui, il y a beaucoup d'isolement. Soit parce qu'il est réel, parce qu'on a déménagé loin, on n'a pas forcément développé des liens, notre famille, tout ça. Mais aussi de l'isolement de notre être authentique, j'ai envie de dire, parce qu'on a aussi beaucoup de relations qui sont là, mais qui restent dans certains niveaux relationnels. Et des relations où vraiment on peut parler de manière authentique, communiquer avec qui on est complètement, avec nos émotions, bah ça c'est rare et c'est tellement précieux dans notre vie. Et finalement là, on est à une phase de vie, je veux dire, on se rapproche tellement de l'essence. Enfin, je veux dire, c'est la vie, ça vient ouvrir les cœurs de tout le monde. Même savoir un bébé qui naît, même si on le connaît à peine, souvent, enfin, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, moi, ça me fait quelque chose à chaque fois. Et du coup, c'est une opportunité de construire tout ça de manière vraie. Et c'est tellement riche après d'avoir partagé, soit quand les gens nous ont entourés à ce moment-là de manière juste, waouh, on a une gratitude et puis un lien qui s'est créé. Mais quand nous aussi, on l'accompagne, parce que des fois, on croit que le mois d'or, ceux qui en profitent, c'est les parents. Mais quand on est bonne étoile d'un mois d'or et qu'on l'est de juste manière, hein, pas intéressé pour être tout le temps auprès du petit bébé ou tout ça, mais qu'on est vraiment au service de cette famille, il y a quelque chose qui nous élève, qui nous fait vibrer, quoi, et qui approfondit tellement le lien avec ces personnes. Donc c'est un cadeau. Ça vient nourrir un besoin fondamental de l'être humain quand même. C'est le besoin de contribuer. Bien sûr. Hein. Mais c'est vrai que c'est important d'être proactif aussi dans cette démarche, de s'entourer, d'avoir des bonnes étoiles autour de soi. Moi, j'ai vécu ce relatif isolement dans le sens où j'ai déménagé quand même très loin de ma région natale, qui était Paris. Je suis partie vivre à Nice et parce que je voulais justement plus de nature aussi pour mes enfants. Mais c'est vrai que je me suis retrouvée seule et avec ce poids dont tu parles, Chloé, cette charge qui est parfois tellement difficile que moi j'ai trouvé difficile, tu vois, à supporter parce que en plus mon mari s'absente 3 jours par semaine, donc tout repose sur moi. Et là, moi, je vis très bien ce confinement d'ailleurs, entre parenthèses, parce qu'on est tous ensemble. Et enfin, je trouve que c'est très juste. Et comme on est tous de plus en plus, malheureusement, souvent éclatés à l'autre bout de la France, voire du monde, eh bien, on peut se retrouver assez seul. Et moi, j'ai découvert après, tu vois, vraiment être proactif dans cette démarche d'aller vers d'autres pour avoir des soutiens. Waouh. Bon, bah écoutez, j'ai la sensation qu'on a parlé de beaucoup de choses autour du mois d'or. Je vous propose de conclure par un petit mot, si vous voulez, à nos auditeurs. Je vous laisse la parole. Ben moi, j'ai juste envie de vous souhaiter à tous de vous autoriser à vivre ça en authenticité, à vous préparer dans votre couple et à vous ouvrir à cette belle expérience de transformation intérieure pour soi, dans la famille et aussi dans les communautés que vous pourrez créer. Ouais, bah, je rejoins totalement Marie. Je vous souhaite vraiment de belles transformations, tout en bienveillance et en indulgence avec soi-même. Puis, bah, vous pouvez aussi nous retrouver sur le compte Le Mois d'Or, où il se passe des petites choses en ce moment. On va créer des événements en ligne
Et puis on va, et là c'est vraiment une exclusivité, on l'a jamais dit, annoncé encore, on va sortir un petit guide numérique, un book pour les papas. Donc le mois d'or pour les papas. Alors là, vous ne me voyez pas, mais moi, je suis en mode danse de la joie. Parce que ouais, merci beaucoup d'avoir cet axe-là pour les papas. Vous savez, on en a beaucoup parlé ensemble en off, mais Nicolas et moi, c'est hyper important que les papas aussi soient inclus dans le message du postpartum et de la bienveillance autour du postpartum. Et c'est tout notre propos d'ailleurs, donc à moi de faire l'annonce. Nous vous invitons à vivre un cercle des familles slow en ligne ce samedi 9 mai 2020 à 17h avec Céline, Marie et moi-même sur ce même sujet. Vous trouverez le lien d'inscription sur notre site www.unvislow.fr dans l'onglet Cercle des familles slow. Attention, les places sont limitées à 25 familles. Vous pourrez ainsi poser vos questions, partager vos expériences et nourrir peut-être votre projet d'un mois d'or. C'est le moment aussi de vous annoncer le nom de notre deuxième série, du slow dans mon postpartum, la série qui raconte l'initiation vécue par les couples pendant la période du postpartum. Les témoignages autour du postpartum sont souvent associés aux expériences vécues par les femmes. Or, il y a une véritable opportunité d'enseignement pour le couple. Et nous avons à cœur de vous partager les témoignages et cheminements que les couples vivent tout au long de cette aventure. Les premiers épisodes racontent notre mois d'or, slow, semaine après semaine. Elle sera disponible dès le 11 mai 2020 sur les plateformes de streaming et sur notre site. Voilà, nous arrivons au terme de ce premier épisode. C'est un plaisir de vivre avec vous cette nouvelle aventure. Je vous souhaite une vie douce et joyeuse, alignée sur vos aspirations, une vie slow. Salut!